Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture de 2024. Aujourd'hui j'ai donc 6 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter et on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord je vais vous parler de ma lecture du premier tome de la saga Les Désobéissantes par Carole Declercq. Ce premier tome s'appelle donc Les Heures Insouciantes. On est ici sur un roman qui se passe juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel on va suivre deux jeunes femmes qui sont deux amies. L'une des deux vient d'une famille qui est quand même assez aisée, son père est diplomate et il travaille en Allemagne. Et l'autre, c'est sa meilleure amie, elle est issue d'une classe qui est un petit peu plus populaire. C'est une famille avec un nom à particules, mais qui en pratique est complètement désargentée. On va donc les suivre à travers les pays, en France et en Allemagne, et puis tout au fil des années qui vont précéder la Seconde Guerre mondiale. En tant que fille de diplomate, forcément le personnage principal de Pauline est assez impliqué dans tout ce qui va être politique, etc. Elle apprend pas mal de choses. Comme c'est pré-Seconde Guerre mondiale, le nazisme a commencé à arriver en Allemagne. Et puis elle va faire la rencontre d'un cousin très éloigné de sa mère, dont elle va tomber très amoureuse. Suite à ça, il va se repasser pas mal de choses. Elle va devoir rentrer en France puisque vraiment la guerre se prépare. Et voilà, on suit un petit peu tout ça dans tout leur quotidien. C'est un roman qui avait des choses intéressantes à proposer, mais j'ai quand même trouvé ça globalement assez long. Et je dois dire que j'ai trouvé ça un petit peu décalé par rapport à la promesse qui était faite, à savoir que la saga s'appelle la saga des Désobéissantes et que ça se passe autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai que je m'attendais à quelque chose peut-être dans des réseaux de résistance ou quoi. Alors peut-être que c'est ce qui viendra pour la suite et que c'est pour ça que ce tome 1 s'appelle Les Heures Insouciantes parce que ça se passe avant. Mais c'est vrai que du coup ça remplissait pas tout à fait ses promesses pour ma part. Et puis surtout j'ai trouvé ça quand même un petit peu long. Du coup je pense pas forcément continuer la série, je pense que je vais m'arrêter là pour ma part. Ensuite, j'ai lu le texte qui s'appelle Les Correspondants par Grand Corps Malade et Ben Mazué. Il s'agit en fait d'un recueil de lettres, d'une sorte de roman épistolaire dans lesquels les deux chanteurs vont s'adresser différents courriers, dans lesquels ils vont parler de leur quotidien et puis de plein de choses complètement variées et très différentes les unes des autres. Grand Corps Malade et Ben Mazué avec Gaël Faye également sont amis depuis très longtemps et du coup vraiment c'est des amis de longue date qui se parlent et qui s'échangent et là-dessus c'est plutôt sympathique. Là où j'ai trouvé que ça pêchait un petit peu, pour moi le défaut finalement de ce texte là c'est que dès le départ c'est un petit peu prévu que ça devienne un roman. Et du coup, certains échanges sont vraiment très chouettes, mais d'autres sont un petit peu, paraissent un peu moins naturels, peut-être un petit peu moins spontanés également, et c'est ce que j'ai reproché, mais je trouve que c'est pas forcément le cas tout du long. Il y a certains textes dans lesquels c'est pas du tout le cas. Et puis du coup, on va les suivre pendant pas mal d'années, finalement, ils vont s'échanger des courriers pendant un certain temps. Il va y avoir toute la période de la pandémie, puis ensuite le retour au concert, etc. On voit également toutes les coulisses un petit peu de la préparation de leur album éphémère, et si vous avez apprécié le projet éphémère qu'ils ont fait donc en commun également avec Gaël Faye tous les trois, comme moi je l'ai beaucoup aimé, et bien c'est assez sympa de suivre ça, de voir ce qui se passait finalement dans leur vie à la même période. Ce sont deux auteurs qui écrivent très bien, donc forcément les mots sont très bien maniés, ils ont un grand sens des mots, un grand sens de l'humour également. Donc voilà, pour ma part j'ai trouvé ça très sympa. Après c'est vrai que ça s'adresse plutôt à des personnes qui apprécient les deux chanteurs, qui apprécient leur travail et leur œuvre et qui ont envie de suivre un petit peu tout ça. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Mémoire de la forêt par Michael Brun-Arnaud. Donc ce tome 3 s'appelle L'esprit de l'hiver et c'est donc le tome qui se passe en hiver puisqu'en fait chaque tome correspond à une saison différente. Dans ce tome 6 ce que j'ai bien apprécié c'est qu'on va davantage se focaliser sur Bartholomé ainsi que sur ses parents. Bartholomé c'est le neveu du personnage principal, du renard principal que l'on suit qui est libraire à Belle-Écorce et dont on voit les aventures en fait dans les deux premiers tomes. Donc cette fois-ci, voilà, ça va davantage se concentrer sur son neveu. Ses parents sont des explorateurs et ils ont confié Bartholomé, qui a une santé un petit peu fragile, à son oncle et à ses grands-parents. Sauf qu'au bout d'un moment, ils sont censés rentrer et qu'ils ne rentrent pas. Et du coup, les deux renards décident de s'embarquer dans un train qui parcourt en fait tout cet univers-là et pour vraiment partir à la recherche des parents de Bartholomé. Ce que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est que du coup c'est un récit qui se passe en grande partie dans un train et puis dans lequel on va également découvrir les différentes parties de l'univers qui a été créé par Michael Brun-Arnaud et ça j'ai trouvé vraiment très chouette. Pour ce qui est de l'intrigue principale par rapport aux parents, en fait elle va rejoindre une deuxième intrigue et cette deuxième intrigue je l'ai trouvée vraiment très chouette. J'ai trouvé la fin très touchante, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte là-dessus pour la fin. Mais vraiment voilà, j'ai trouvé ça très touchant. Après il y a des petites explications qui sont données qui sont pas forcément complètement ma came. Mais dans l'ensemble c'est un texte que j'ai vraiment trouvé intéressant.
Comme à chaque fois, derrière un couvert de roman jeunesse, etc., Mickaël Brun-Arnaud en profite pour passer des messages qui sont un petit peu plus lourds. En l'occurrence, c'est un titre qui parle beaucoup de relations familiales, de relations avec ses parents, et y compris de relations qui ne sont pas forcément faciles. Et c'est également un titre qui parle de deuil, de maladie et de dépression. Mais pour ma part, j'ai vraiment trouvé ça très chouette, je l'ai vraiment dévoré sur une soirée, j'étais complètement prise dedans, et puis comme d'habitude, on a toujours les illustrations de Sanoé qui sont absolument superbes à l'intérieur. Ensuite, je vais passer à ma première lecture audio de 2024 et il s'agissait du roman Vous ne connaissez rien de moi par Julie Héraclès. C'est un titre que pour ma part je n'avais pas vu passer mais j'étais assez curieuse de le lire quand j'ai reçu le résumé, quand Audiolib me l'a proposé. Pour ce roman, Julie Héraclès en fait c'est basé sur une photo d'archives qui existe, qui est surnommée la tondue de Chartres, sur laquelle on voit une jeune femme qui a été tondue à la Libération. Et finalement, elle va remonter dans toute l'histoire des archives, etc. de Chartres pour essayer de remonter sa trace, de comprendre qui elle était, parce qu'on sait que c'est une femme qui a vraiment collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle va du coup en écrire l'histoire. Elle en écrit une histoire qui est quand même romancée, donc il y a certains éléments qui sont basés vraiment sur des faits réels qui sont connus. Et puis il y a également ce qu'elle a rajouté, elle, pour tout mettre ensemble, pour que ça fasse une histoire construite. On va donc suivre l'histoire de Simone. Simone, c'est une jeune femme qui rêve vraiment d'avoir une grande vie, qui rêve de faire de grandes études, etc. Qui est très déterminée dans la vie, sauf qu'elle vient d'une classe sociale qui est quand même assez basse. Ses parents sont des commerçants qui ont fait faillite. Et du coup, elle n'est pas prise au sérieux. On considère qu'elle va pas pouvoir faire des grandes études, etc. Et elle est pas mal moquée, on rabaisse pas mal sa condition. Le fait de se sentir à l'écart, de se sentir repoussée, de ne pas se sentir acceptée comme elle le voudrait, c'est ce qui va l'amener à se rapprocher d'autres idéologies, de découvrir l'idéologie nazie qui est vraiment en train de monter à cette période-là, et finalement de s'en rapprocher et d'embrasser complètement cette idéologie-là. Lors de l'occupation, elle va donc directement collaborer avec l'Allemagne nazie, elle va travailler pour des dirigeants qui sont installés sur Chartres qui gèrent l'occupation. Et puis elle va également faire la rencontre d'un homme et on va également suivre son histoire avec lui. Ce que j'ai apprécié pour ma part, c'est qu'on voit vraiment le questionnement psychologique qu'il y a en Simone et on voit également les contradictions qu'il peut y avoir en elle, puisque sur certaines choses elle va vraiment faire preuve d'humanité, vraiment aider des personnes, y compris des personnes pour lesquelles elle sait qu'elles sont en train de faire des actions qui vont à l'encontre du régime nazi. Pour ma part, c'est un titre que j'ai vraiment trouvé très prenant. La version audio est vraiment très bien lue et ce qui est chouette, c'est qu'à la fin de la version audio, il y a un entretien avec l'autrice sur lequel elle revient justement sur ses recherches, sur son parcours pour écrire ce roman, etc. Et je trouve ça toujours chouette quand il y a ça à la fin des titres, je trouve ça toujours super intéressant à écouter. Ensuite, j'ai lu le roman Je déteste les comédies romantiques par Ciara Smith, que j'avais reçu il y a déjà plusieurs mois de ça. C'est un titre que j'ai plutôt bien apprécié, même s'il y a certaines petites choses que j'aurais peut-être aimé voir faites différemment. Dans ce roman-là, on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui vont se rencontrer et qui vont vivre une histoire ensemble. Nous, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Sorcha, je suis désolée vraiment pour la prononciation. Sa mère est atteinte d'une forme d'Alzheimer précoce et elle a été internée et son père est en train de se remarier, de refaire sa vie et Sorcha a vraiment beaucoup de mal à accepter ça. Comme le titre l'indique, Sorcha déteste les comédies romantiques, elle trouve que c'est complètement plein de clichés et que ça n'a rien de réaliste. Sauf qu'elle va faire la rencontre de Ruby, dont elle va tomber grandement amoureuse alors qu'elle s'est promis de ne jamais tomber amoureuse et de ne jamais avoir d'histoire sérieuse. Et Ruby, elle, est une immense fan des comédies romantiques et va donc non seulement lui proposer d'en regarder tout plein, mais également de reproduire ensuite des scènes de comédies romantiques en faisant tous les grands clichés des comédies romantiques. Donc par exemple faire du pédalo sur un lac toutes les deux, aller à une fête foraine et manger des barbes à papa, aller à un cinéma drive-in, enfin voilà, pas mal de choses comme ça qu'elles vont donc accomplir ensemble. J'ai vraiment bien apprécié la relation qu'il y a entre elles deux, même si j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de communication entre elles et du coup un petit peu de simplicité également dans le récit, puisque forcément ce manque de communication amène des quiproquos, des incompréhensions, des disputes, des réconciliations, etc. Enfin voilà, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus simple. Pour ma part, les quiproquos sur manque de communication, c'est vraiment quelque chose qui me fait toujours un peu lever les yeux au ciel dans les romans. Et en l'occurrence, les deux jeunes femmes ont envie de quelque chose qui va pas être prise de tête, et du coup elles partent du principe que ça sert à rien de raconter leur histoire, ça sert à rien de raconter les difficultés qu'elles peuvent vivre, alors qu'en plus elles vivent des difficultés qui sont parfois communes, notamment autour de la maladie, etc. Sauf que voilà, elles refusent complètement de s'en parler, ça amène des quiproquos entre elles. Enfin, il y a également un troisième personnage qui est très important, c'est le personnage d'Oliver. Oliver, c'est le cousin de Ruby et c'est chez lui qu'elle vient habiter, je crois, le temps d'un été.
le temps où se passe le roman. C'est censé être le meilleur ennemi, le pire ennemi, mais c'est plutôt un meilleur ami en fait pour Sorcha. On comprend qu'ils se sont rencontrés et qu'il y a une espèce d'amour-haine entre eux parce que l'un des deux, je sais plus lequel, a plus ou moins piqué la première copine de l'autre. Sauf qu'en pratique, c'est deux personnages qui vont avoir vraiment une belle amitié et qui va d'autant plus s'installer au fil du récit. Pour ma part, c'est un personnage secondaire qui m'a beaucoup fait sourire, que j'ai trouvé vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé la relation qu'ils ont tous les deux. Donc c'était vraiment sympa. Je sais pas vraiment si on peut considérer que c'est une romance. Quelque part oui, de manière indéniable, mais d'un autre côté on a une fin qui est un petit peu douce amère, qui laisse pas vraiment tellement présager une romance. Mais voilà, ces deux jeunes filles en tout cas vont s'aider mutuellement à avancer, à comprendre des choses sur elles-mêmes. Et c'est un titre que j'ai vraiment apprécié. Une petite précision également parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire, je trouve, dans des romances LGBT. En l'occurrence, les deux jeunes filles sont lesbiennes et le savent, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas du tout un titre qui parle de la découverte de son lesbianisme, de son orientation sexuelle, de questionnement, etc. C'est pas du tout le cas, les relations lesbiennes sont abordées vraiment de manière hyper naturelle à l'intérieur et j'ai trouvé ça agréable à lire. L'autrice Sierra Smith est irlandaise et elle vient également de sortir un deuxième roman qui vient d'être traduit en français et qui vient d'être publié également par Slalom et que j'ai reçu, donc je pense que je la relirai très prochainement. Et pour terminer ce point lecture, je vais vous parler d'un tout petit roman, vraiment presque rien. Je me suis donc enfin lancée dans la lecture de Un jour de nuit tombée par Samantha Shannon, qui est un préquel qui se passe dans le même univers que Le Prieuré de l'Oranger, qui est un titre que j'avais beaucoup apprécié. On est donc sur une grosse bricasse de fantasy qui fait 1120 pages, si je dis pas de bêtises, et que j'ai forcément traîné sur un petit bout de temps, même si au final j'ai quand même pas mal carburé sur la fin du récit, j'étais assez prise dedans. Pour ma part, c'est un préquel qui n'a pas été à la hauteur du Prieuré de l'Oranger, que j'avais vraiment beaucoup apprécié, parce qu'il y a certains points de vue qui m'ont un peu moins parlé et dans lesquels je me suis un petit peu plus ennuyée, mais dans l'ensemble ça a quand même été une très chouette lecture, donc je vais vous en parler tout de suite. Pour ce qui est du résumé, ça va pas forcément être simple de vous en parler parce qu'on est quand même sur un univers de fantasy qui est assez élaboré. Donc si vous n'êtes pas du tout familier du Prieuré de l'Oranger, ça va être un peu compliqué de vous expliquer tout ça. C'est un préquel qui se passe plusieurs centaines d'années avant, donc vous pouvez commencer par celui-ci ou commencer par le Prieuré de l'Oranger. Pour ma part, je trouve que le Prieuré du coup est un petit peu plus dynamique, donc je vous recommanderais peut-être plutôt de commencer par le Prieuré. En gros, dans cet univers-là, on a une sorte de dragon qui a vraiment eu un impact très néfaste. Suite à ce dragon, il y a une religion entière qui a été créée autour d'une lignée de femmes. Cette lignée de femmes en fait sont réputées pour avoir un sang qui permet d'éloigner les dragons, qui permet d'éviter que les dragons ne reviennent. Et pour ça, elles doivent absolument perdurer la lignée. Il faut savoir que chacune de ces femmes ne peut avoir qu'un seul enfant. À chaque fois, ça se passe comme ça. Il y aura toujours un seul enfant, une fille. Et à chaque fois, la fille qu'elle va faire naître, c'est en gros sa copie conforme. Et du coup, on a vraiment toute une dynastie de reines qui règnent du coup dans l'ouest, qui ont un grand renomme. C'est un monde dans lequel on a vraiment pas mal de royaumes différents. Pour celui-ci, en gros, on suit des points de vue nord, sud, est et ouest. Donc à l'est, on a ça. Au sud, on a le fameux Prieuré de l'Oranger qui, lui, prône une autre version de l'histoire. Le Prieuré, lui, c'est un endroit qui est vraiment très fermé, qui est très secret et dans lequel nous, on va suivre une jeune femme qui a assez envie de s'émanciper de tout ça et de partir de tout ça. Pareil, le Prieuré, c'est un environnement qui est très très féminin. Ensuite, à l'est, la Seiki, c'est vraiment un royaume qui est complètement isolé parce que c'est une île qui est très très loin du reste de l'univers. Et pour le coup, eux, ils sont très proches des dragons. Pas forcément de celui qui a dévasté tout le monde, qui est une forme de dragon particulière, mais en tout cas, c'est quand même un peuple qui a une proximité avec les dragons. Et à l'époque où se passe ce livre-là, on va voir justement cette proximité évoluer et ça permet de comprendre ce qui se passe dans le Prieuré de ce côté-là. Et pour le coup, pour ce qui est du nord, on va suivre un personnage en particulier qui est une sorte d'émissaire qui fait partie de plusieurs familles à la fois. Si ça vous dit, j'essaierai de penser à vous mettre dans le petit i une vidéo entière que j'avais faite et que j'avais consacrée à ma lecture du Prieuré de l'Oranger. J'ai vraiment été contente de retrouver l'univers de Samantha Shannon, mais c'est vrai que le point de vue de l'Est m'a pas forcément hyper passionnée. J'ai bien aimé le début, mais ensuite un peu moins. Pour ce qui est du reste, j'ai trouvé ça assez chouette, mais par contre c'est vrai qu'on sent quand même un peu passer les 1120 pages et que je pense que ça aurait peut-être mérité un petit peu de coupe pour que le récit soit un petit peu plus digeste.
Par contre, j'ai beaucoup apprécié comment tout se terminait, comment tout s'assemblait finalement à la fin. On voit vraiment que tout a été réfléchi pour que tout corresponde, que tout s'explique ensemble entre les différentes localisations, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est une fantasy qui n'est pas spécialement compliquée, l'écriture est pas non plus compliquée que ça. Par contre, il y a énormément de personnages différents, donc heureusement il y a un glossaire à la fin, et puis on nous parle pas mal d'intrigues politiques, de relations politiques, etc. entre tout ça. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous lancer. Pour terminer, je vais vous parler de 2 lectures graphiques. La première, il s'agissait de Ado à 2. C'est un récit vers lequel je me suis tournée parce que c'est illustré par Tilly Wilden, qui est une autrice que j'apprécie beaucoup. D'habitude, c'est vrai qu'elle écrit et qu'elle scénarise également ses romans graphiques, qu'elle fait tout elle-même. En l'occurrence, c'est pas le cas parce que c'est écrit par 2 jumelles qui s'appellent Sarah et Tegan Quinn, qui sont 2 jumelles qui ont un groupe de musique et puis qui s'intéressent pas mal à l'art en général. Et en fait, ce récit-là, c'est leur histoire à elles, mais qui a été retransposée, on va dire, dans notre époque actuelle. On va donc suivre l'histoire de Sarah et Tegan qui viennent de déménager dans une nouvelle ville, qui vont faire leur rentrée dans un nouveau collège, se découvrir des nouveaux intérêts amoureux et notamment pour des filles. Et elles vont également découvrir la musique et se passionner pour la musique à ce moment-là, jusqu'au moment où elles vont faire leur premier mini-concert à une fête d'amis à la fin du récit. C'est un roman graphique qui se passe du coup sur une année scolaire et qui peut tout à fait se lire en tant que tel et se suffire à lui-même, mais a priori il y aura une suite qui sera prévue. En tout cas pour ma part j'ai trouvé ça assez sympa à suivre. Pour le second que j'ai lu, il s'agit de l'adaptation en bande dessinée du roman Surface par Olivier Norek, qui est un thriller que j'avais pour ma part beaucoup apprécié, que j'avais lu à sa sortie il y a de ça quelques années maintenant. On y suit l'histoire de Noémie Chastain, qui est une femme assez gradée dans la police, je me souviens plus exactement si elle est officière, commissaire, etc. Je vous avoue que je me souviens plus, qui lors d'une intervention va se faire tirer dessus par un suspect et qui va être assez défigurée suite à ça. Comme elle a très envie de reprendre le travail et que ses supérieurs n'ont pas forcément envie qu'elle reprenne, ils vont décider de trouver un espèce d'entre-deux et de l'envoyer dans un trou perdu. Et ils vont lui confier une mission qui sera de savoir si le commissariat qui existe dans cette petite bourgade vaut le coup d'être conservé ou bien si vraiment il n'y a pas assez d'action dans ce coin-là et que ça ne vaut pas le coup et que ça pourra juste être englobé par un autre organisme dans ce coin-là. Noémie va donc arriver dans ce petit village perdu qui a l'air, ma foi, très tranquille, dans lequel clairement les signalements à la police ne font pas légion et il semblerait que les policiers n'aient pas forcément grand-chose à faire de leur journée. Sauf que quelques jours après son arrivée, un baril va remonter à la surface d'un lac et dans ce baril va être trouvé le corps d'un enfant. Et on va se rendre compte qu'en fait cet enfant était sous le lac depuis des années et des années, étant donné que le village a été tout simplement déplacé. Il était à un premier emplacement et il y a un grand barrage qui a été construit et qui a enseveli le village, donc en fait ils ont en quelque sorte déplacé le village pour le mettre à un autre endroit. Et on comprend que ce cadavre d'enfant vient de cette époque-là. Sauf qu'à cette époque-là, il y avait non pas un enfant mais 3 qui avaient disparu et donc on essaye de comprendre ce qui s'est passé, de remonter les traces du passé, de faire ressurgir les choses du passé, qu'elles remontent à la surface, littéralement en l'occurrence. C'est un roman qui m'avait déjà beaucoup plu et j'ai trouvé l'adaptation graphique vraiment très chouette, elle est vraiment très rythmée, on s'ennuie jamais dedans et j'ai vraiment apprécié redécouvrir l'histoire. Je me souvenais un petit peu de certaines choses mais pas forcément de tout. Pour ce qui est du style graphique, on est sur un style graphique qui est quand même assez sombre avec un trait de dessin qui est pas forcément ce qui moi me parle le plus, mais je trouve que ça correspond très bien avec l'ambiance quand même un petit peu glauque qu'il y a dans ce récit-là. Donc vraiment j'ai pris plaisir à redécouvrir ce roman sous cette seconde forme. Sur ce, j'en ai donc terminé avec ce point lecture. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres parce que j'ai fait quelques chouettes découvertes. N'hésitez pas à me dire quelle a été, vous, votre première lecture de l'année. C'est vrai que moi, pour ma part, j'aime bien commencer l'année avec un roman de fantasy, un titre vraiment qui va me donner cette impulsion pour continuer à lire de la fantasy parce que j'adore ça. Mais comme ce sont des romans qui demandent en général pas mal de concentration, etc., bah, c'est pas forcément toujours ce que je prends le plus le temps de lire. Pour ma part, cette année, le roman qui a rempli ce rôle, c'était donc Un jour de nuit tombée, sauf que je l'ai lu sur un certain temps et que j'ai intercalé quelques petites lectures que j'ai donc terminées avant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous choisissez votre première lecture de l'année avec un soin tout particulier et du coup quel a été le fameux élu cette année. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles lectures. Salut!